Tu vois, carotte Mugi tape dans tes mains. Et je vais encore passer pour un putain de réactionnaire, un gars qui n'accepte pas le changement, mais putain de merde, ça ne fait que quelques cases qu'on la voit dans ce chapitre. Et vous la voyez déjà en tant que Mugiwara. Quoi Quoi, les commentaires n'ont pas été postés, j'agis trop vite? Ha ha, je suis sûr que quelqu'un va l'écrire. Serait-ce vous? Ça va être toi, petit enfoiré, qui va écrire ça? Ça va être toi. Hey tout le monde, aujourd'hui le chapitre de One Piece qui est sorti. Un chapitre assez surprenant puisque ce cliffhanger, franchement, il fait super plaisir à voir. Pour commencer une semaine, parce que le jeudi pour moi c'est le moment où la semaine commence, puisque c'est le chapitre de One Piece, mais sérieusement, c'est une putain de surprise. Bon, alors dans ce chapitre aussi, nous avons donc surtout la grosse annonce donc concernant la rêverie. Oui, je sais, une autre grosse annonce, mais on y viendra après. Donc il y a surtout donc cette rêverie. Alors beaucoup de gens pensaient la semaine passée en me disant, je voyais dans les commentaires, ouais, il y a moyen que Vivi aille à la Tea Party peut-être, mais pourquoi est-ce que Vivi déjà irait à la Tea Party? La meuf c'est la princesse, enfin future reine d'un pays qui est lié au gouvernement mondial d'une manière ou d'une autre, et le fait est que la Tea Party c'est quand même un mariage d'assassins, enfin entre, il y a des assassins, il y a des pirates, qu'est-ce que va foutre une femme comme elle qui fait partie de la haute famille royale, voilà, tu vois, tu vas pas venir là, je veux dire, ok peut-être qu'il y a des princes ou quoi qui seront présents, mais ce ne seront pas, on va dire des princes, on va dire honnêtes, tu vois, ce seront des gens qui sont liés à la mafia, et on sait bien que la famille Nefertari, c'est clairement pas une famille qui a des liens avec le monde souterrain, on va dire comme ça, de One Piece. Non, donc franchement, Vivi n'allait pas aller là-bas. Surtout qu'en plus de ça, elle ne sait pas où ça se trouve, etc. Et puis elle aurait, enfin, je veux dire, elle aurait une invitation, je veux dire, pourquoi Vivi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, je veux dire, ce sera assez bizarre, quoi. Soit. Donc il y a la rêverie. Alors dans cette rêverie, évidemment, beaucoup des principaux leaders dans le monde sont présents. On voit d'ailleurs certains comme ça, chefs de certains pays donc qui sont présents. Mais vous voyez au niveau de leur design, comme ça, ils sont assez travaillés. Hein. Ça c'est le style d'Oda en même temps. Même les personnages secondaires ont un design assez important. Tu vois d'ailleurs certains d'entre eux ont l'air plutôt pas mal. Comme ça, j'ai hâte de les voir un peu plus dans les chapitres qui vont venir. D'ailleurs, il y en a un qui me rappelait beaucoup Hitler. Bon, ça, je pense que vous l'avez tous remarqué. Hein, je ne serais pas surpris de voir certaines parodies, on va dire, ou plutôt certaines adaptations d'anciens leaders qui seront présents à cette rêverie et pas forcément que des gentils. Hein, peut-être même t'auras Mao Tse-tung, allez, soyons fous. Donc tu vois, des trucs comme ça quoi. Donc dans cette réunion évidemment, on avait donc le point de vue de Vivi qu'on voit ici dans une petite, au début du chapitre, donc en train de rêvasser un peu, en train d'apprécier le vent, voilà et tout. Et ça c'est marrant, j'ai remarqué que les gens, enfin qui sont présents, donc le père et l'autre garde du corps, là j'ai oublié son nom, comment il s'appelle. Enfin soit, étaient surpris de voir Igaram aussi, qui était surpris de voir non la meuf, non Vivi ne sautez pas, etc. Tu vois la meuf qui saute du mât et tout. Je veux dire putain mais pourquoi vous êtes surpris? Et pourquoi vous dites que c'est à cause de la piraterie que Vivi est comme ça? Parce que moi, je veux dire, ok, c'est vrai, elle a fait des trucs pendant qu'elle était sur l'équipage de Luffy. Bon, c'est pas pour autant qu'elle a commencé à apprendre des techniques et à faire des trucs comme ça. La plupart du temps, elle était capturée, il fallait la sauver, elle était en train de chialer, il fallait la... Voilà. Tu vois, donc elle faisait pas non plus des trucs incroyables. Personnellement, là où je me suis dit qu'elle avait certainement fait des trucs plutôt pas mal, qu'une princesse ne ferait pas, c'était quand elle bossait pour Baroque Works. Hein, parce que je rappelle qu'avant Vivi faisait partie de Baroque Works et bossait avec Mister je sais plus combien là, celui en costume vert. Et qu'avant Vivi, hein, elle combattait avec ses petites saloperies, mais voilà, elle faisait partie quand même d'une association de chasseurs de primes. Je sais que c'était une couverture, mais on ne sait pas à quel point, enfin ce qu'elle a fait exactement pour entrer dans cette organisation. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que ça me semblait assez logique, même avant même d'entrer dans l'équipage de Luffy, elle était capable de faire des trucs que quelqu'un, enfin qu'une personne tout à fait normale ne puisse pas forcément faire. Voilà, bon, c'était ce point-là que je voulais soulever. Donc du coup on a ensuite une info intéressante donc concernant Cobra, donc le roi de l'Alabasta, donc qui dit bien qu'il veut aborder le sujet des poneglyphes donc à la rêverie, ce qui est très intéressant puisque justement ça va permettre donc de voir un peu la réaction aussi des Tenryubito par rapport à certains pays qui on va dire essaient, je vais pas dire se rebeller, mais qui essaient d'aborder des sujets un peu fâcheux. Parce qu'en soit justement Marie-Joie c'est la Terre Sainte, hein, c'est le lieu de résidence des Tenryubito, etc. Et donc je pense que même, que ce soit eux ou même les gens du gouvernement mondial qui sont présents, ne voudront pas en parler. Et le fait est que déjà, Cobra, la famille Nefertari, c'est un peu une famille qui avait refusé par le passé de s'installer à Marijoa et un peu de ratifier certains trucs par rapport à un traité. Non, c'était plus ça. Bon, je sais plus trop quoi, mais c'est une famille qui, on va dire, s'est posée un peu à l'écart de certaines applications par rapport au gouvernement mondial. C'est tenu un peu à l'écart. C'était Doflamingo qui l'avait dit d'ailleurs quand il parlait du passé de la famille Don Quixote.
Et donc de ce fait-là, c'est un peu normal que justement Cobra reste toujours dans cette même ligne directrice qui est justement de ne pas, on va dire, se soumettre totalement sans forcément élever et faire quelques débats sur des sujets. Je suis sûr qu'on va apprendre donc que la famille Nefertari par le passé était une famille assez liée avec le royaume de ceux qui portent le nom des Dés, si ceux-ci viennent d'un même royaume, enfin le royaume qui est disparu durant le siècle oublié. Voilà, ça m'étonnerait pas. Et donc ce qu'on risque de voir, c'est certainement beaucoup de leaders du monde, justement, peut-être montrer leur intérêt par rapport au poneglyph, ce sera intéressant. Mais aussi que, et c'est là je vais faire le lien avec directement avec le flashback, enfin le flashback, pardon, le cliffhanger donc, de ce chapitre, donc où on apprend, et je sais que c'est un peu décousu comme truc, mais je suis obligé d'en parler maintenant, on apprend donc que Baltigo, on va dire la base, le quartier général donc, de Dragon et des révolutionnaires est tombée. Et Dragon libère plusieurs pays, plusieurs contrées qui sont sous l'égide de tyrans, on va dire, qui sont donc sous la domination d'un dictateur, etc. Donc c'est un peu normal que sa chute soit certainement aussi un sujet très important qui sera abordé dans cette rêverie. Et peut-être à ce moment-là, nous aurons certainement aussi une discussion par rapport, je vais dire, à l'allégeance par rapport au Mugiwara. Alors il n'y a pas de véritable allégeance dans le sens, voilà, le fils a un droit, mais dans le sens où on voit dans ce chapitre aussi qu'il y a beaucoup donc de royaumes, on va dire amical au Mugiwara, qui seront présents. Et donc, je pense qu'à un moment donné, tu vas voir tous ces personnages qui seront là en train de dire Luffy, voilà, c'est le futur seigneur des pirates et tout. Tu vois, un truc comme ça. Bon, je les vois pas tous se lever et faire genre, on va, tu vois, allez, on est tous contre le gouvernement mondial. Bien sûr que non, je veux dire, ils ont tous une position à respecter, c'est un peu normal. Mais je sens, tu vois, il y a un truc comme ça qui va se passer. Parce que là, tu vois, par exemple, tu vois quoi, le royaume de Drum, tu vois aussi l'île des hommes poissons, tu vois, voilà, tu vois un peu de tout. D'ailleurs, c'est assez drôle qu'on voyait d'ailleurs aussi, comment il s'appelle, Doctorine, qui était donc l'ancien prof, enfin le deuxième prof donc de Chopper, celle qui lui a tout appris après Iluluk, qui dit donc accompagné Dalton en tant que médecin de bord et tout. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que la meuf donc parlait de la volonté du dé la première fois enfin juste avant que les Mugi quittent l'île, elle avait parlé de la volonté du dé, elle semblait en connaître, enfin elle en savait assez long j'ai l'impression. La meuf vit quand même depuis assez longtemps parce qu'elle parle souvent, elle rigole souvent sur sur ce secret de sa jeunesse, etc. Et la meuf c'est vrai qu'elle a l'air quand même assez énergétique pour une femme de son âge. Je suis prêt à parier que la meuf a une connexion donc avec des gros personnages du passé, mais ça on apprendra certainement par la suite. Et donc je suis content d'avoir là parce que peut-être elle va aussi réagir par rapport à ça, pas les poneglyphes, mais disons-le que c'est vrai que Robin n'était pas là dans cet arc là, mais donc peut-être des sujets comme ça qui vont revenir qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder, mais ce serait quand même intéressant de les voir. Bref, donc Dragon, les poneglyphes, tout ça, ça va déjà faire un petit bordel, hein. Bon, mais bon, ça je le dis à chaque fois, dès qu'il y a un événement dans One Piece, c'est toujours un bordel, ça va être un bordel, c'est ce que tout le monde dit à chaque fois. Et donc je m'attends à beaucoup de discussions là-dessus, pas de grosses révélations, mais quand même des trucs assez importants qui vont permettre de faire une connexion par rapport à la bataille finale. Parce que je rappelle, la bataille finale sera certainement une guerre générale de Luffy et tous ses alliés qu'il a accumulés durant toutes ses aventures, durant les 2200 chapitres qu'on aura, certainement, qu'on aura eu, pardon, contre Marijoa, gouvernement mondial. Tu vois, je vois un truc comme ça. Me dites pas si c'est par rapport à la fin de One Piece que j'avais en tête, je vous renvoie à la vidéo du Parlons bien, parlons beaucoup. Parlons bien numéro 5 je crois, donc par rapport aux différentes fins de One Piece. Et je voyais certainement c'est une guerre finale générale, qui sera la troisième du manga, la deuxième étant celle qu'on aura avec Kaido qui s'approche, on va dire plus ou moins. Mais voilà, donc un truc comme ça. Un autre fait intéressant, c'est que nous avons donc un petit point sur le royaume de Kuwa, ou je sais plus trop quoi. Enfin bon j'ai oublié le nom du royaume, c'est le royaume donc de Don Chinjao et de Sai. Et donc il y a un gars qui visiblement subordonné à eux, qui explique donc qu'ils sont toujours pas revenus. Bon c'est un peu normal vu que Sai et le reste de la flotte est parti avec la flotte de Luffy, donc c'est normal qu'ils soient pas revenus. Mais quand on regarde bien les bâtiments et tout, vous remarquez quand même que le truc ressemble à certaines pagodes japonaises, chinoises, enfin en tout cas asiatiques. Et quand on sait que Wano Kuni c'est quand même un pays qui est censé représenter le Japon, comme Dressrosa représente l'Espagne, etc. Je me suis dit que d'un côté, peut-être qu'il y a un lien, tu vois. Alors, je sais ce que vous allez dire, on est dans un moment du manga où il y a eu beaucoup d'alliances. Mais qui dit beaucoup d'alliances dit aussi beaucoup de trahison. Alors ça m'étonnerait pas de voir en fait certains membres de la flotte de Luffy peut-être retourner un peu leur veste momentanément. Bon c'est vrai que l'alliance de Kid par exemple, vous voyez, c'était pas une alliance si facile, la preuve justement, Apu a rejoint Kaido. Bon, peut-être il a fait le choix délibérément en se disant je vais pas battre Kaido, je le rejoins au lieu de m'associer à Kid qui est quand même encore un pirate certes relativement connu, mais pas quand tu compares à Kaido, c'est une sous-merde, c'est un moucheron.
ou d'un côté il a combattu, ou alors il a accepté je sais pas, il a demandé la vie sauve en échange de ses services. Mais quoi qu'il en soit, l'alliance s'est rompue. Et puis même, rappelez-vous, au début de l'alliance de Luffy et de Law, Robin avait bien dit que l'alliance des pirates, c'est pas ce que Luffy pense, mais très souvent, voilà, c'est teinté de trahison. Et donc il serait peut-être temps de voir ce genre de trahison. Bon, vous allez me dire, c'est vrai que ce serait un peu chien pour ça, et Don Chinjao de retourner leur veste. Parce qu'en soi, ils ont vécu quand même des trucs par rapport avec Luffy et tout. Ça ruinerait un peu la scène, et je suis d'accord. Mais donc on aurait, on va dire peut-être certains membres, enfin, on va dire certaines factions de leur propre royaume qui s'allient à Kaido, parce que bon, plusieurs pays nippons comme ça, japonais ou chinois, enfin en tout cas asiatiques, qui se rejoignent, ça me semblerait assez logique. Ce n'est qu'une idée, hein. En soi, l'idée de la trahison, ça je l'attends de venir, elle approche, je sens qu'elle approche, et on la verra certainement pas venir, comme je dis. Bon, et donc on vient à la dernière partie du chapitre, où donc on apprend, comme je l'avais supposé et bien deviné, donc la plupart d'entre vous aussi j'imagine, la semaine passée, Carotte donc s'est infiltré, l'indice comme je rappelle a été donné donc dans cette page cover où vous voyez justement du chapitre d'il y a 2 semaines en tout cas, la page couleur où vous voyez Carotte présent avec les autres Mugi et aussi Pedro. Donc il s'est infiltré, et bon je sais déjà vous allez me dire ouais, elle est cool Carotte, elle va intégrer l'équipage, c'est bon, en plus Pedro nous dit clairement qu'elle est plus forte qu'une grosse partie de l'équipage, c'est bon, la meuf est selon Usopp la faille, enfin la meuf elle a failli mettre KO Luffy. Voilà, en plus de ça, elle esquivait un coup à Zoro, et ça c'est vrai que c'est un truc que je lui reconnais. C'est vrai que la première fois qu'on avait vu, une des premières fois qu'on avait vu Carotte, la meuf elle a quand même esquivé un coup de Zoro. Et Zoro, bon certes il était surpris, mais il a pas eu le temps, genre il a vu c'était une meuf ou quoi, il a décidé de l'assommer comme il le fait souvent avec les femmes, hein. Mais il a pas décidé de l'assommer ou de la tuer, enfin l'assommer, mais il a décidé directement de la couper en deux, voilà. Il l'a vraiment fait, tu vois, il a pas juste pris l'arrière de son sabre et tout, il a pas fait ça, il a direct sorti son sabre pour genre la découper, mais Carotte a esquivé, donc c'est un coup que Carotte a esquivé de Zoro, et Zoro c'est pas n'importe qui, et donc je trouvais ça quand même assez intéressant de dire que oui, ça va, au moins on peut dire que c'est pas quelqu'un qui sera un boulet, hein, évidemment que non, les Ming sont des guerriers nés, c'est une guerrière née, la meuf, elle physiquement parlant est supérieure, c'est vrai, une grosse partie de l'équipage, elle est en dessous de Sanji certainement. Ça c'est bien entendu que oui, mais les mythes ne sont certainement pas à sous-estimer. Bon, donc la voir en tant que Mugiwara, c'est tellement tôt pour le dire que franchement je trouverais ça insultant pour les Mugi de foutre n'importe qui dans leur équipage. Qu'elle rejoigne la flotte, oui, ça c'est tout à fait normal. Qu'elle rejoigne la flotte comme les autres Ming pourraient aussi rejoindre la flotte après avoir prêté allégeance en quelque sorte à Luffy. Mais bon, je ne dis pas que c'est impossible que Carotte rejoigne l'équipage, mais putain, enfin l'équipage principal, hein. Mais franchement, il faudrait vraiment qu'il y ait des événements qui la mettent tellement en avant pour que ça arrive que voilà, il faudrait vraiment le faire. Et puis il y a encore la piste de César, etc. Bon, voilà. S'il vous plaît, ne me refaites pas tomber dans la période Rebecca, Mugiwara et moi qui grince les dents à chaque fois que je lis ça. Bon, soit. Donc, du coup, elle s'est infiltrée. Et à la fin du chapitre, donc après la petite blague de Luffy qui veut faire la cuisine et qui risque donc d'assassiner tout l'équipage, on apprend donc que Baltigo, le quartier général donc des révolutionnaires de Dragon Sabo, est tombé en ruine. Bon, si vous avez oublié pourquoi, c'est tout simplement parce que Burgess, Jesus Burgess, donc le premier compagnon de Barbe Noire, si je me rappelle bien, donc c'était faufilé donc dans le bateau de Sabo et l'a suivi justement jusqu'à Baltigo. Je trouvais ça quand même assez facile, je veux dire une base qui visiblement était secrète ou cachée depuis 1000 ans ou quoi. Je veux dire putain c'est Raftel 2.0 tu vois, mais du coup il a réussi quand même à se faufiler. Et je trouvais ça assez marrant au début, hein, parce que je veux dire, c'est vrai que le gars il se cache tout le temps, c'est les mecs certainement les plus, c'est les dragons, c'est les criminels les plus recherchés du monde, tu vois. Donc c'est un peu normal qu'il soit dans une cachette ultime, genre ça, je peux comprendre. Mais là putain il se fait suivre juste parce que Burgess s'est infiltré dans le bateau. Je trouvais ça un peu débile, mais bon, soit on n'y est plus. Quoi qu'il en soit, Burgess donc a donné sa position à Barbe Noire, il lui a discuté avec lui en Dead Mushi, et donc maintenant on apprend que sa base, son quartier général est en ruine. Donc on n'a pas eu le temps de voir ça. Mais rappelez-vous, face avec Ace c'était pareil, on avait appris que Ace était tombé, justement a été capturé. Dans l'animé ça a été montré plus tôt que dans le manga. Je crois que dans le manga, ça a été, on a vu l'annonce de sa capture avant de voir le combat, je crois. Et ici, je pense qu'il risque de se passer la même chose. On vient de voir l'annonce, mais on va certainement peut-être revoir le flashback ou ce qui s'est passé plus tard. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis que justement, concernant Ace, qui est d'ailleurs un très bon parallèle, Ace, Barbe Noire, et là pareil, Barbe Noire, Dragon, enfin même s'ils n'ont aucun lien de parenté en soi, mais voilà, vous comprenez le parallèle. Je me dis que c'est un événement qui aura donc une grosse répercussion plus tard. Et que la grosse guerre qui se faufile aura aussi une application par rapport aux révolutionnaires. Pratiquement sûr. Pratiquement sûr. Ils ont introduit Sabo dans l'arc des Dressage. Je pense que c'est aussi très bien pour qu'il ait un rôle à jouer dans cette partie de l'arc-ci, de cette partie de One Piece. Donc voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dragon est tombé capturé, que Sabo est... Non, évidemment que non. Il est juste pareil mentionné de Baltigo est tombé. Je pense que pour un journal, en grosse news comme ça, tu vas pas mettre Baltigo est tombé, tu vas mettre Dragon a été capturé. Tu vois, tu mets directement ça en gros titre. C'est un peu logique.
Là, on dit juste que le quartier général est tombé. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui ont été capturés, qui vont pouvoir en cracher un peu sur le dragon. Bon, en même temps, le mec est assez énigmatique, même les gens qui travaillent autour de lui ne savent pas qu'il avait un fils, par exemple. Donc même lui-même, vis-à-vis de ses hommes, il est très mystérieux. Donc même si quelqu'un était capturé, il risquerait pas d'en dire énormément, à part Sabo. Mais même Sabo, en soi, tout ce qu'il sait, c'est que le film n'est pas vraiment le... Enfin, non, tout ce que c'est Sabo, le reste du monde le sait aussi. Enfin, maintenant, c'est plus tellement un secret. Enfin, quoique, si, peut-être d'où vient le film. Mais bon, ça, je pense que les gens sont déjà au courant, en fait, j'avoue. Soit. Et donc, je m'attends pas à la mort de Dragon, mais j'avais dit il y a quelques chapitres déjà que je voyais Shanks mourir, c'est vrai, mais je voyais aussi Dragon mourir. Après avoir fait quelque chose d'important, mais je voyais Dragon mourir. Et peut-être justement que ça c'est le début d'une chute. Alors c'est dommage, j'ai dit une chute parce qu'on n'a même pas eu le temps de voir Dragon vraiment monter. En soi c'est un personnage qui a son ombre qui plane comme ça derrière le manga comme Shanks, comme Shanks lui-même, tu vois, tu sais que le personnage n'est pas là, mais putain tu sens son ombre, son regard, sa présence dans le manga quoi qu'il arrive. C'est pareil pour Dragon, tu vois, c'est des persos qui sont jamais là, mais tu veux tellement les revoir que quand tu le vois, tu jouis quoi. Soit. Donc je me dis que c'est peut-être un début de chute d'une ascension qui n'a jamais commencé. Bon, mais cette ascension, on va la voir, hein, on va comprendre pourquoi, en dehors de ça, le Monkey D. Dragon est un putain de D. Hein, tous les D ont été stylés, quoi qu'il arrive. Hein, oui, même Saul l'a été. Même Saul l'a été. Mais on va comprendre pourquoi, en dehors de ça, c'est aussi le criminel le plus recherché du monde, en dehors d'être le big boss d'une grosse organisation qui libère des royaumes. C'est vrai, mais il y a aussi une question de puissance. Et ça, je veux voir. Ça, je veux voir. Putain, vous imaginez, en fait, Dragon, il est vraiment cherché, genre, c'est un criminel, et en fait, c'est même pas un combattant. Mais non, arrête. Je préfère encore me dire, revenir à la théorie assez répandue qu'en fait, Monkey D. Dragon, à l'avant, c'était un ancien amiral qui a été déchu, et avant, il s'appelait Shiroryu, qui veut dire le dragon blanc. Oh, oh, ça c'est stylé comme nom. Ça lui allait bien. Donc peut-être qu'on va avoir des trucs par rapport à ça. Donc comme j'ai dit, donc la quartier générale est tombée, mais des captures au niveau dragon, tout ça, des trucs importants, peut-être pas. Je trouverais ça dommage que Sabo soit capturé par exemple. Soit. Mais en tout cas, ça crédite, enfin, ça en dit beaucoup déjà sur la future popularité, si je puis dire, de Barbe Noire. Le mec, il a quand même fait une ascension de malade. Le mec, il a fait tomber Ace, il a volé le pouvoir de Barbe Blanche en plus de le tuer et de l'achever. Maintenant, il fait tomber Baltigo. Tu vois, plein de trucs comme ça que le gars, putain, il se présente vraiment comme le méchant ultime. Bon, c'est un peu normal en même temps que parce que Barbe Noire, selon Oda, est censé représenter le vrai pirate. Tu vois, le pirate que nous on connaît, genre le gars qui boit du vin et tout ça, enfin, il boit du rhum, qui fait le foufou. Tu vois, le vrai pirate, quoi. Il y a des pirates un peu excentriques par-ci par-là qui sont tirés de l'imagination et du style d'Oda, mais celui-là est censé représenter, lui et son équipage, censé représenter les vrais pirates. Par exemple, quand ça s'appelle Katarina, ou je sais plus comment ça s'appelle, la meuf là qui a un pif de couillon là, qui a une sale gueule, à la base elle devait être belle, mais justement Oda l'a redessiné pour qu'elle soit moche, parce que justement elle voulait que ça ressemble à une pirate moche, voilà, parce que ça correspondait mieux à l'image d'une bande de pirates. Mais bon, soit. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, c'est un petit élément que j'ai oublié, enfin, un petit élément. On voit, concernant donc les leaders qui vont à la rêverie, la famille donc qui sont les souverains du royaume de Goa, là où justement tu avais eu les flashbacks sur Sabo et Ace Luffy. Et on voit pas le visage en fait du boss, tu vois. On voit pas le visage du chef qui est de dos. D'ailleurs, sa femme est une référence à Marie-Antoinette, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, mais le nom. Mais le mec, on voit pas, on le voit de dos. Et premier réflexe, je me suis dit, putain, c'est lié à Sanji, mais je me suis dit, Goa, le royaume de Goa, c'est aucun lien avec Sanji. Donc peut-être un lien avec la famille de Sabo. Ce serait intéressant de voir ça. Avec la famille de Sabo. Et puis en même temps, comme Dragon est tombé, Dragon, Sabo, rêverie, famille de Sabo. Il y a des liens qui se font. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire concernant le chapitre. Donc un chapitre assez agréable qui met en place des événements qui ne sont certes pas tout à fait importants pour l'instant, mais qui le deviendront bien plus tard. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de ce chapitre, ce que vous pensez ce qui va se passer selon vous. Ah putain, ce qui va selon vous se passer donc à cette rêverie. Est-ce que vous pensez que Carotte va rejoindre l'équipage, hein? Je vais poser la question comme ça, personne ne me pose la question, je vais vous donner mon avis, donc je suis assez clair dessus, j'espère pas tellement, elle m'inspire pas vraiment grand chose. Carotte, je la trouve cool et je la vois plus rejoindre la flotte que l'équipage principal qui pour moi est assez full, on va dire pour l'instant. Voilà, donc sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Je vous souhaite une agréable soirée, 2 fois. Ciao. Ciao.